Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Professeur Emmanuel Okamba, vous enseignez les sciences de gestion. Roger Balou, vous êtes chercheur en économie politique internationale. Et Claude Wilfried Ekanga, politologue. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Ce 15 octobre, nous avons commémoré les 30 ans de la disparition de Thomas Sankara et l'homme déjà en 1987 à l'Assemblée générale de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, disait, je le cite, « Si nous ne payons pas la dette, nos créanciers ne mourront pas. Mais si nous payons, c'est nous qui allons mourir. » Fin de citation pour le révolutionnaire burkinabé. Donc, l'aide au développement gênait la dette et la dette tue l'économie. C'est un sujet de la rédaction signé Ibrahima Dioumaba. Depuis leur indépendance, les pays africains reçoivent l'aide publique au développement. Cette assistance financière des pays industrialisés à l'endroit des pays à faible revenu a augmenté de 8,9% en 2016 à 142,6 milliards de dollars. Sur le plan bilatéral, l'aide au développement en direction de l'Afrique s'est élevée à 27 milliards de dollars en 2016. Malgré cela, la pauvreté continue d'avancer dans certaines parties du continent, à cause notamment des conflits armés et l'instabilité politique. Nous devons repenser l'aide publique au développement, puisque figurez-vous qu'il y a donc face à la crise internationale, la crise mondiale internationale, l'aide publique au développement s'essouffle et continue de s'essouffler. Elle n'est pas du tout efficiente et ça continue de creuser nos déficits publics, puisque le service de la dette, comme vous le savez, est extrêmement lourd pour nos pays et donc tous les accords d'échelonnement et de rééchelonnement de la dette, le Club de Paris, en tout cas tous ces mécanismes-là n'ont pas suffi aujourd'hui pour réduire en tout cas les difficultés. Donc nous devons trouver de nouvelles sources de financement, nous devons trouver des alternatives. 24 milliards de dollars de ces fonds alloués dans le cadre de la coopération bilatérale entre les pays occidentaux et l'Afrique ont été affectés à l'Afrique subsaharienne. Cependant, l'aide publique au développement a baissé de 0,5% s'agissant de l'Afrique dans son ensemble et de 0,7% dans le cas de l'Afrique subsaharienne, selon les chiffres de l'Organisation de coopération et de développement économique en 2016. Lors du sommet sur le financement des projets d'infrastructure de l'Afrique tenu à Dakar en 2014, certaines autorités avaient appelé à la diversification des sources de financement pour l'émergence du continent. Nous voulons en effet rompre avec les modèles de financement classiques pour atténuer la dépendance du continent à l'égard de l'extérieur, compte tenu surtout du reflux de l'aide publique au développement et de la volatilité des marchés de capitaux. Le message que nous voulons lancer ici est clair. L'Afrique a certes des besoins urgents et énormes, mais par ses ressources et son potentiel, elle se veut désormais non comme un réceptacle de l'aide, mais comme un pôle d'opportunités, d'investissement et de partenariat. L'aide publique au développement n'a pas eu d'impact majeur sur le développement des pays bénéficiaires. Paradoxalement, le taux de pauvreté recule depuis quelques années sur le continent africain, alors que le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, la population pauvre a atteint 544 millions de personnes, selon la Banque africaine de développement, au moment où la classe moyenne africaine compte près de 350 millions de personnes sur 1,2 milliard d'habitants. Roger Balou, vous nous expliquiez dans la première partie de notre émission que le recours à d'autres sources de financement du développement pourrait être plus cher que l'aide au développement. Quand le président sénégalais Macky Sall dit dans l'élément qui est passé qu'il est urgent pour le continent donc de chercher d'autres moyens, d'autres sources de financement plutôt que autres que les moyens classiques que nous avons aujourd'hui, il n'a pas pris la mesure de l'enjeu? Non, je ne crois pas que lorsqu'il parle d'autres sources de financement, il parle essentiellement des marchés privés. Enfin, voilà. Parce que, comme je le dis, le financement du développement, c'est d'abord les ressources internes. Oui. C'est d'abord ça. Et je pense que c'est sur ça que l'Afrique doit mettre l'accent. Comment on fait pour, par exemple, améliorer notre régime fiscal? Voilà. Comment on fait pour mobiliser davantage d'épargne au niveau national? Ça, c'est un peu difficile parce que avec les salaires, parce qu'on a aussi notre mode de vie. Un salaire, c'est certes celui qui touche le salaire et sa famille, mais c'est le village, etc. Ce qui ne permet pas forcément d'épargner. Mais c'est tout cela qui fait que l'État peut mobiliser de l'épargne à l'intérieur, ce qui lui permet de financer. Et quand l'État ne peut pas,
et que l'État doit financer, par exemple, les écoles, l'État doit financer les routes, mais c'est son forcément, rôle. C'est son rôle, hein. Voilà, on est d'accord. Voilà, l'État est forcément obligé de s'en remettre à l'aide publique au développement, parce que là, c'est moins cher. Sinon, sur les marchés financiers, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher, dites-vous. Claude Wilfrid, Kanga, avant d'arriver au professeur, l'Afrique peut-elle se passer de l'aide au développement? Si oui, comment contourner le risque d'avoir d'autres moyens, ou du moins d'autres sources de financement plus chères? Évidemment, l'Afrique peut se passer de l'aide au développement. Et sur le petit extrait que nous avons regardé, je constate malheureusement qu'en voulant renoncer à l'aide au développement, l'Afrique veut avoir comme alternative exactement la même forme de financement, mais avec un autre acteur simplement. À aucun moment, il n'est dit que l'Afrique doit se centrer sur le volet de la production. Tout à l'heure, j'aimerais ouvrir la parenthèse dessus parce que ça a été mentionné. J'ai trouvé, avec tout le respect, un peu curieux qu'on dise que le modèle de la santé n'a rien à voir avec le projet économique d'un pays. Moi, j'étudie dans un pays qu'on appelle l'Allemagne, où le budget de la santé est de 10%. Du produit intérieur brut, par exemple. Pourquoi? Parce que les Allemands qui ont centré le développement sur la production de la technologie, par exemple Volkswagen, qui a dépassé Toyota l'année dernière en tant que premier constructeur automobile mondial, assure au pays des revenus conséquents. C'est pour ça que l'Allemagne a aujourd'hui à peu près 3 500 milliards d'euros de produits intérieurs bruts. Et donc, elle peut financer le budget, elle peut financer le domaine de la santé avec cet argent-là. Les économies africaines qui sont centrées sur les socles que nous avons présentés tout à l'heure, la production des matières premières et tout, et qui dépendent du prix élevé des marchés à l'international, n'ont logiquement pas assez d'argent pour financer la santé. Et les principaux acteurs du développement de cette forme de développement en Afrique sont ceux-là même qui prétendent après venir les aider. Nous parlons ces derniers temps très souvent du problème du franc CFA. On a vu que le ratio crédit-PIB sur le franc CFA est seulement de 20%. Donc vous avez un projet, par exemple, vous avez une idée, mais l'État ne peut pas vous accorder plus d'argent parce que le système mis en place par le monde impérialiste vous empêche d'aller plus loin. Et c'est ceux-là qui vous empêchent de développer une économie locale qui vous dit après, comme vous n'avez pas d'argent, comme vous n'avez pas d'économie, on va quand même vous aider sur la santé. C'est ce qu'on appelle de la poudre aux yeux, c'est un double jeu, c'est de la géopolitique, comme on dit, de très haut niveau. Et comme nous, les Africains, nous sommes, nous laissons flatter par ce modèle, forcément. Il fonctionne. Je crois que les Européens eux-mêmes, les Occidentaux, en tout cas les Américains, tout le monde, sont les premiers surpris de voir avec quelle facilité ça marche sur notre sol. Vous pensez qu'ils ne rencontrent pas assez de résistance à la fois intellectuelle, politique et même idéologique, culturelle, ils ne rencontrent pas. Tout ça devient un champ d'expérimentation facile. Exactement, c'est intéressant parce que tout à l'heure on a dit que l'aide au développement comprend aussi l'éducation. Évidemment, oui, il y a l'aide immatérielle, c'est-à-dire l'aide qui ne concerne pas le volet financier. On peut venir construire un hôpital, construire une école, mais quel est le modèle d'éducation qu'on enseigne dans cette école? Ce n'est pas un modèle endogène africanisé, c'est plutôt on enseigne à ces élèves-là à penser comme ceux-là qui viennent les aider. C'est pour ça qu'après l'intelligentsia africaine fait partie de ceux-là même qui défendent ces modèles-là qui jouent au final contre nous. Professeur Okamba, vous êtes interpellé d'une certaine manière. Oui. Puisque vous soutenez le mécanisme. Le problème, oui, c'est que, en termes d'efficacité, en fait, il y a 5 critères qui avaient été définis par la déclaration de Paris de 2005. Oui. Les critères sont définis. Oui, s'il vous plaît. Pour mesurer l'efficacité de l'aide publique au développement. Alors, je peux vous les citer. Oui. D'abord, l'appropriation du concept d'aide publique au développement par les bénéficiaires. Oui. C'est le premier critère. Le deuxième, c'est l'alignement de l'aide publique au développement sur les politiques nationales de développement. Le troisième critère, c'est l'harmonisation, c'est-à-dire la transparence dans l'aide publique au développement. La transparence. C'est-à-dire quand la France donne 100 €, eh ben, on ne dira pas que la France a donné 80. La France a donné 100 €. Bien. Et puis la gestion axée sur les résultats. Oui. C'est-à-dire que dans les 8 domaines, dans le 8 domaines des objectifs du développement du millénaire, vous vous souvenez, ceux qui ont été définis dans OMD. Absolument. Eh bien, l'aide publique au développement sert surtout à essayer de réduire justement toutes les inégalités qui sont dans ces domaines. Et le dernier point, s'il vous plaît, très rapidement, c'est la responsabilité mutuelle.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les donateurs sont aussi responsables que... Sont co-responsables de la gestion. Absolument. De la gestion de l'aide publique au développement. Roger Gbaloum l'a dit tout à l'heure, il a dit l'aide au développement, ce n'est pas de la liquidité qu'on vous donne comme ça. Vous, et là, j'interroge, si vous voulez, la mise en acte pratique de l'aide au développement qui consiste, et vous le savez, à envoyer des experts, des consultants occidentaux sur le continent et à animer les structures qui sont chargées donc d'implémenter les modèles de développement. Vous pensez qu'effectivement, là encore, aussi bien le principe même que dans sa mise en œuvre concrète, il faut continuer? C'est là qu'il y a un problème. Ah. Il y a un problème parce que sur 100 € de l'aide publique au développement, et je vais vous donner les proportions, s'il vous plaît, c'est que 25%, ce sont les commissions, généralement occultes. Bon. C'est de l'argent pour lequel on ne sait pas comment ça a été dépensé. Vous le dites, mais c'est vous qui soutenez que... 60% sont destinés aux achats des produits des pays donateurs. 12% aux experts qui viennent faire des études de faisabilité, etc. Et il reste quoi? Ben, il reste 3% qui revient effectivement aux bénéficiaires de l'aide. 60% de l'aide publique au développement doit être consacrée à acheter des produits de celui qui octroie l'aide au développement. Absolument. Au fond, donc, pour dire les choses concrètement, quand l'Allemagne ou la Grande-Bretagne octroient 1 milliard, n'est-ce pas, et à un pays comme le Burkina Faso, il faut que le Burkina Faso dépense 600 millions à acheter des produits du pays qui octroie l'aide. Oui, acheter des machines, acheter tous les équipements nécessaires. C'est ça la condition, c'est pas du chantage économique, ça. Certains économistes l'appellent comme ça. Ça peut être du chantage, mais parfois même certains disent pas de raquettage international. Les responsables africains l'ont voulu, puisqu'ils ont signé. Puisqu'ils signent, ils signent quand même ces contrats, si j'ose dire, entre guillemets, la notion de contrat. Très bien. Et donc, effectivement, on est responsable de son propre sort. Professeur Roger Gbaloum, très rapidement, dites-nous très rapidement, on l'a vu ces dernières années, ces 10 dernières années, l'apparition d'un partenaire très important, très chouchouté sur le continent, c'est la Chine. Court-on avec la Chine le même risque qu'on a couru avec les premiers donateurs? Bon, d'abord, il est vraiment utile de diversifier les sources de financement. D'accord. Voilà. Le fait que la Chine arrive, au même titre que la France et les autres États, ça change un peu, ça permet de changer l'environnement. Oui. Voilà. Absolument. Alors, le risque avec les Chinois, c'est que généralement, quand les Chinois viennent pour construire une route, ils viennent avec... non seulement leur matériel, mais ils viennent avec le personnel. Oui. C'est-à-dire, même souvent, les petites mains sont des petites mains chinoises. C'est là que ça pose un problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est les Chinois eux-mêmes qui le disent. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'aide, on puisse se passer de l'aide. C'est-à-dire, on vous aide. L'adage dit, au lieu de me donner du poisson, apprends-moi plutôt à pêcher. Voilà. Donc, l'aide chinoise devrait plutôt nous aider à nous passer de l'aide chinoise. De l'aide chinoise. Je parle dans ce cas de l'aide chinoise. L'aide chinoise devrait aider l'Afrique à se passer à terme de l'aide chinoise. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, ce n'est pas le cas dans la mesure où les Chinois viennent avec leur personnel, donc on n'a pas le temps, n'est-ce pas, d'apprendre le métier, par exemple, certains métiers. On n'a même pas parce qu'il y a un écosystème autour d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises locales qui se créent et qui vont venir collaborer avec l'entreprise qui a le marché. Or là, les Chinois viennent vraiment avec tout. Alors, donc c'est ça le problème avec les Chinois. Mais j'aurais quand même aimé tout à l'heure revenir sur un aspect, parce qu'il faut qu'on comprenne de quoi on parle lorsqu'on parle des critiques, pour rebondir sur ce qu'il disait. Voilà. Oui, revenons sur ce que dit Dambiza. Dambiza dit que l'aide publique au développement encourage la corruption, est source de conflits, décourage la libre entreprise. L'économie zambienne. Hein. Voilà, l'économie zambienne. Oui. Bon. C'est vrai que ça encourage la corruption, mais est-ce que seulement... Des deux côtés, dit-elle. Des deux côtés. Hein. Tout à fait. Entre donateurs et tout à fait. Et ça, Laurent Bigot le reprend très bien. Et c'est ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire qu'il y a les fonctionnaires, les assistants. Mais je vais dire que la corruption, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour nous
de gérer cela. Je vais dire que nos États sont beaucoup plus responsables. Admettons allez-y très rapidement, que l'aide publique au développement, dans nos assemblées nationales, on crée une commission de suivi de l'aide au développement, de telle sorte qu'on améliore la transparence, à la fois sur ces flux qui arrivent, mais sur leur gestion, etc. Ça permettrait d'éviter certaines choses. Effectivement, Claude Wilfried Ekanga, une étude très sérieuse menée par 100 chercheurs vient de révéler qu'au fond, attention, la Chine est en train de tromper l'Afrique. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas économiste. On dit seulement 23% des investissements chinois sont consacrés à l'aide au développement. Le reste, c'est de l'investissement pur avec des taux d'intérêt qui n'ont rien à voir avec le mécanisme même de l'aide au développement. C'est quoi? Si je puis me permettre la formule, on fuit le lion pour se jeter dans la gueule du loup. Exactement. La Chine, est-ce que la Chine est en train de tromper l'Afrique? Oui, la Chine est en train de tromper l'Afrique. La Chine, comparativement à l'Occident, la Chine est le moindre mal. Retenons que dans cette expression, il y a le mot mal. Des deux mots, c'est le moindre. On peut illustrer avec un exemple entre l'Éthiopie et un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ce sont des pays qui sont en train de se doter d'une infrastructure ferroviaire comme on en voit peu en Afrique. Il y a un métro léger qui a été construit il y a quelque temps à Addis Abeba par la Banque Import-Export de la Chine et qui a coûté pour 34 km la bagatelle somme de 475 millions de dollars. Maintenant, il y a un projet similaire en Côte d'Ivoire sur le même tronçon, 37 km, à Abidjan, par exemple, métro automatique léger, qui va coûter, c'est pourtant le même tronçon que pour l'Éthiopie, qui va coûter 1,4 milliard d'euros que la Côte d'Ivoire devra débourser. Et comme si ça ne suffisait pas, on voit bien que ça a été mentionné. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'exemple qui a été mentionné tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est la réponse, elle est dans la question, comme on dit. C'est-à-dire ceux-là qui prétendent octroyer des aides s'arrangent à ce que ce soit leurs entreprises qui viennent. Voilà, qu'avec cette aide-là, on achète encore des produits fabriqués par eux-mêmes. Il y avait un consortium avec Hyundai, par exemple, le sud-coréen, mais aujourd'hui, les entreprises comme Thales, Alstom, Macron a joué des bras pour que Ouattara lui cède les parts qui revenaient même à la partie sud-coréenne du coup. C'est Alstom, Thales, c'est Bouygues, c'est Bolloré qui seront là dans la gestion de cette chose. Et ça coûte 2 fois plus cher que la version sur le même tronçon en Éthiopie. Et ce qui est intéressant, à l'intérieur de souligner, c'est que, comme on a dit, c'est un prêt, c'est-à-dire la France, elle dit, je prends en charge les 2 millions et les 2 milliards d'euros, 1,4 milliard et 2 milliards si on arrondit tous les coûts supplémentaires, c'est la France elle-même qui les couvre sous forme de prêt. Ça a l'air d'être très beau, ça a l'air d'être gentil, mais dans l'éventualité où la Côte d'Ivoire se révélerait dans l'incapacité de rembourser parce que peut-être le tramway qu'on a construit n'est pas rentable, il faudra brader X ou Y ressources, etc. Pan de l'économie ivoirienne pour rembourser. Voilà, c'est pour ça que l'histoire de l'Afrique est une spirale, parce que les modèles sont exactement les mêmes. On a l'impression que les Africains ne se souviennent pas de leur passé à faire exactement les mêmes choses et en espérant des résultats différents. Avons-nous la possibilité de trouver une autre voie pour lutter significativement contre la pauvreté? On en parle dans la 3e et dernière partie de notre émission. Après une coup de pause, à tout de suite.